Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire la draft des 10 meilleures séries de playoffs des 10 dernières années. Et avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Click, click. This is your Kodak moment. Alors, on avance progressivement dans nos drafts des 10 dernières années. C'était une des séries qu'on voulait vous proposer cet été. Et l'objectif, c'est aussi qu'on aille aussi loin que possible et qu'on continue à en aventurer certaines. Et on s'est dit que ce serait intéressant de vous parler notamment des séries de playoffs des 10 dernières années et des plus belles séries de playoffs des 10 dernières années. Et comme d'habitude, quand on fait ces drafts, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? Ça va et toi? Bah écoute, je trouve que sur le papier, c'est quand même une des drafts les plus excitantes à faire parce que notamment elle peut donner à revoir aux auditeurs. Donc je suis content qu'on fasse cette draft, mais je sais pas pour toi, ça a été loin d'une des plus simples à faire pour moi. Pardon, je me suis mal exprimé, c'était pas du tout l'une des plus simples à faire de mon côté. Je pense que c'est l'épisode où j'ai le plus taffé en amont avant pour me refaire un peu les séries, pour revoir aussi 2-3 trucs tactiques intéressants à dire. Parce que une série de playoffs, c'est forcément une bataille tactique entre les deux équipes. Mais ouais, c'était intéressant de revoir toutes les grosses séries des 10 dernières années parce qu'il y a eu des grosses séries quand même. Ouais, effectivement, il y a eu quelques séries marquantes. On va d'ailleurs venir assez rapidement sur les critères qu'on a choisis pour essayer de classer les différentes séries. Mais c'est vrai qu'on se disait en préparant le podcast que c'est probablement l'un des podcasts sur les drafts qui fait le plus appel aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais à la sensibilité un peu personnelle. Parce que l'affaire de mémoire, sur 10 ans, alors je sais pas combien il y a de séries de playoffs d'ailleurs par an, il faudrait compter, j'ai même pas compté. Mais donc en gros, tu dois être probablement sur une centaine de séries qui sont déroulées sur les 10 dernières années, peut-être même plus d'ailleurs. Donc forcément, l'appel à la mémoire est un petit peu important. Peut-être ce qu'on peut faire, Paul, si ça te va, c'est qu'on ne prenne pas trop de temps pour rentrer dans le vif du sujet et qu'on rappelle juste à nos auditeurs un peu quels ont été les différents critères qu'on a pu prendre en compte. Je le donne, je l'explique, et puis toi, n'hésite pas à faire un petit commentaire pour qu'on puisse l'ajuster. Premier critère qu'on s'est donné sur ces classements, moi je l'ai mis dans un truc qui est un peu la compétitivité, c'est-à-dire à quel point le niveau de jeu était élevé, on a vu des choses qui collectivement étaient impactantes. Je sais que toi, tu mets pas non plus tous les critères au même niveau. Est-ce que toi, pour toi, ce critère-là, tu l'as mis à quel niveau ? Bah ouais, je l'ai mis quand même assez haut. Après, c'est un critère un peu général, mais ouais, c'est sûr, c'est un critère important. Dans le prolongement un peu de ce critère qui est assez collectif pour le coup, hein, sur le niveau de compétitivité globale, on s'est interrogé sur à quel point on a vu des grandes performances individuelles, à quel point des stars ont brillé, ou des joueurs, des role-players d'ailleurs. En repassant un petit peu mes différentes séries, j'ai eu à chaque fois 2-3 joueurs parfois qui apparaissaient, qui faisaient des grosses séries, que j'avais soit oubliées, soit que j'ai retrouvées, mais en même temps en le revoyant, en me disant que c'était assez marquant. Donc deuxième élément, la qualité des performances individuelles. Troisième élément qui est peut-être un petit peu plus personnel, si on s'est dit à quel point on a eu des grands moments dans ces séries-là. Et là, c'est vrai que le classement, pour le coup, il dépend peut-être beaucoup de la sensibilité personnelle. Et tu voulais qu'on mette un dernier élément, peut-être tu peux l'expliquer, qui était un peu l'impact qu'a eu cette série, soit sur la suite des playoffs, soit même sur la suite du jeu ou de la NBA. Ouais, parce que je trouve que les séries, elles sont marquantes si elles ont une conséquence sur la suite des playoffs et sur la suite des saisons d'après. Parce que on va forcément parler de séries où il y a une équipe qui en a affronté une autre et qui finalement, l'été d'après, elle s'est démantelée et il y a peut-être des joueurs qui sont allés dans d'autres équipes ou l'équipe en question. Donc, je trouve que c'est plus marquant quand il y a des conséquences sur les playoffs d'après que que si jamais en fait tu as un énorme premier tour en 7 matchs mais que l'équipe après perd, c'est un peu moins marquant, même si la série elle est cool en question, elle peut être dans le top 10. Ouais, effectivement. En tout cas, on a essayé de se dire qu'on allait aussi regarder l'impact qu'a pu avoir une série sur la suite de la NBA ou la suite des playoffs. Je pense qu'il y en a notamment une ou deux, qui vont avoir des impacts colossaux sur les 10 années Ah, qui de ont ouf. suivi ou les 3-4 années qui ont suivi. À mon avis, on pense à la même, ou aux deux mêmes.
pour le coup, et on va pouvoir regarder tout ça dans le détail. Peut-être juste avant qu'on démarre, toi, quand tu regardes ton top 10, là, ou les 10 que tu as pris, c'est quoi la remarque d'ensemble que tu te fais? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bah quand même, là, quand je vois ces 10 là, je sais pas, moi, il y en a deux qui émergent vachement plus que d'autres, ou d'autres éléments? Alors, il y a deux critères qu'on n'a pas dit, c'est les moments clutch et le possible upset de la série. C'est-à-dire, s'il y a une équipe qui a fait un upset ou qui était à deux doigts d'en faire un, tu vois, ça compte pas mal. Et sinon, un truc un peu global sur les séries, bah moi, je trouve qu'en playoff, ce qui est kiffant, c'est les gros duels entre grands joueurs ou entre grands coachs. Ouais. Et si tu as un mix des deux, c'est encore plus kiffant. Et pour moi, c'est ce qui restera un peu dans la greatness des 10 dernières années en playoff, c'est les duels entre grands joueurs, quoi. Effectivement. Moi, quand je regarde la mienne, ce que je me dis, c'est que j'ai deux séries qui sont vraiment largement devant les autres et qui apparaissent avec un gros écart. Et d'habitude, j'ai pas autant d'écart entre le 1 et le 2 et le reste. Et après, tu vois, je me suis vite dit que je trouve qu'entre genre 4 et 10, c'est beaucoup une affaire de sensibilité sur certains éléments parce qu'effectivement, en fait, l'appel aux émotions est quand même assez important. Comme la dernière fois, c'est moi qui avais donné le numéro 1, Paul, je te propose qu'on démarre tranquillement notre petit top 10 et que tu puisses nous donner ton numéro 1. Alors, le numéro 1, gros suspense, Ah, terrible. mais sans doute pas. Mais ça va être évidemment Cavs Warriors 2016. Donc, série incroyable. Comeback de la décennie, je pense. Même si juste avant, en 2016, en finale de conf, il y en a eu un qui était sympa. Mais voilà, tu as une équipe, enfin, c'est quand même un truc de fou. Tu as une équipe qui mène, qui gagne 73 wins en playoff, en régulière, qui arrive en finale et qui mène 3-1 en playoff et qui se fait remonter par une autre équipe et que cette équipe gagne 4-3. Donc, je trouve qu'en plus, dans cette série, il y a trop de moments légendaires, quoi. Alors, il y a 4 premiers matchs qui sont pas vraiment serrés. Pour le coup, c'est surtout les 3 derniers matchs qui sont incroyables avec ce Game 7 hyper serré où tu as le compte de LeBron, tu as le triple-double de LeBron, tu as le shoot de Curry, tu as le match de Draymond. Putain, le match de Draymond, on n'en a pas assez parlé parce qu'ils perdent, mais il est incroyable. C'est le meilleur match de sa vie, je pense, à Draymond. Tu as la défense de Kevin Love sur Curry, tu as la passe dans le dos de Curry au pire moment. Tu as les 2-3 points hyper importants de J.R. Smith dans le troisième quart qui sont assez sous-cotés. Il y a trop de moments incroyables. T'as LeBron qui a failli mettre le dunk du siècle à la fin du match contre Draymond. C'était tellement drôle. Et puis, ouais, voilà, t'as une série incroyable. Alors, tactiquement, je trouve que c'est pas la plus intéressante à analyser parce qu'il y a eu un peu un côté, les Warriors étaient trop forts au début. Et ensuite, les Cavs se sont mis à défendre. Et il y a un talent qui est un peu primé avec une adresse à 3 points qui est revenue. Il y a eu aussi la blessure de Bogut qui a un peu arrangé les Cavs. Mais là, tu as un duel entre des immenses joueurs de la décennie avec un immense talent. Et pour moi, c'est la numéro 1. Ouais, j'avais aussi celle-ci forcément en numéro 1. Je pense que ce que certains pourraient opposer, c'est de dire qu'effectivement les 4 premiers matchs sont pas du tout dans les mémoires et que finalement c'est surtout les 3 suivants qu'on a en tête. Et peut-être qu'il y a un petit prisme qu'on pourrait d'ailleurs avoir un ou deux fans des Cavs ou fans de LeBron dans cette histoire-là, mais il faut quand même reconnaître que tu dis que c'est le comeback de la décennie. C'est pas le comeback de la décennie, hein, c'est le comeback d'une vie, quoi. C'est le comeback de l'histoire de la NBA. On n'avait jamais vu ça, hein. On rappelle, hein, le 3-1, 4-3, c'est la seule fois dans l'histoire de la NBA que ça a été fait. Et c'est vrai que il y a En une, finale. en finale, oui, pardon. En finale, c'est la seule fois que ça a été fait. Il y a une telle sensation de domination des Warriors, pour le coup, dans cette série, qu'on ne se dit pas que ça peut être renversé. Parce que les Cavs remportent le match 3 de 30 points assez facilement, mais on sort de ce match un peu avec l'impression que les Warriors l'ont laissé passer. En fait, les Cavs étaient un peu dans l'urgence. Les Warriors, c'était pas le cas. Et vite, ils l'ont laissé tomber. Mais à chaque fois que les Warriors vraiment enclenchent la seconde, ils sont vraiment devant les Cavs. Et le premier tournant qu'on a dans cette série, et c'est là où elle commence à partir un peu dans le supernaturel, tu vois, c'est la suspension de Draymond pour le match 5, qui donne lieu à peut-être la plus belle performance d'un duo qu'on ait vu, en tout cas en finale NBA. C'est le Ouais, double grave. 41 points de LeBron et Kyrie. Où, je sais pas quel souvenir toi tu as de ce double 41 points, mais où ils sont tout aussi incroyables l'un que l'autre, quoi. Ouais, LeBron, lui, il renchaîne après avec un encore plus grand Game 6, peut-être.
Mais le 41 points de Kyrie à 17 sur 24 au tir, là, c'était n'importe quoi. Et effectivement, tu as raison. Après, tu as un autre match qui vient et qui est encore peut-être plus marquant pour certains. Moi, je crois que, je sais pas toi, mais moi, je pense que le Game 6 de cette série, c'est mon match préféré. Mais il y a un angle très fan là-dedans. Mais c'est mon match préféré all-time, je pense. Je pense sincèrement que c'est le plus grand match de l'histoire de LeBron. Je sais pas si tu te rappelles de ce premier quart-temps qui est absolument dinguissime. Donc là, pour le coup, Draymond est de retour et Steve Kerr décide d'y aller. Parce que c'est l'élément intéressant quand même dans cette série sur la bataille tactique, c'est comment tu fais jouer le 5 de la mort des Warriors, donc qui était à l'époque avec Draymond Green, André Iguodala, Harrison Barnes, Klay Thompson et Steph Curry, et comment tu le contres. Et Steve Kerr décide de démarrer ce match 6 avec son 5 de la mort. Et ils se font mais détruire à l'intérieur. Les Cavs amènent le ballon à l'intérieur. Énormément. Tristan Thompson est magique. Et LeBron James, c'est génial. Et à un moment donné, les Warriors recollent dans la deuxième mi-temps. Et là, LeBron prend tout en main. Il est absolument renversant. Et effectivement, Il ça faut se termine 17 points dans le 4-7. dernier quart sur ce match. 17 points dans le dernier quart en démarrant très très fort. Effectivement, elle coche beaucoup de cases. Pour le coup, il y a peut-être un élément qui est un peu en dessous. C'est que je trouve que je sais pas comment tu l'avais senti toi et comment tu l'as senti en le revoyant, mais côté Warriors, t'as Draymond qui est au niveau qu'on attend de lui durant toute la série, sauf sa suspension qui est critique. Mais Klay et Steph font notamment une deuxième partie de série qui est pas énorme, tu vois, et qui est même pas très bonne pour le coup. Ouais, il y a pas eu un grand Steph et un grand Clay sur cette série. Après, je pense que on sous-estimait peut-être les armes défensives qu'avaient les Cavs. Tu vois, je pense à des Rick Jefferson ou à des Tristan Thompson qui font une série défensive mais incroyable. Et puis même des Kyrie ça a toujours été un mec un peu sous-coté en défense. Et J.R. Smith aussi. Donc peut-être qu'on sous-cotait un peu l'effectif des Cavs défensivement. Et puis c'est des mecs très forts en attaque qui se sont mis à défendre. Donc forcément, il y a quand même des qualités athlétiques chez certains. Donc, mais oui, je pense que Steph et Clay, ils ont déjoué. Enfin, surtout Steph, quoi. Il fait la pire série de sa carrière, ou presque. Ouais, effectivement, ils sont un peu à côté et beaucoup aussi on dit que peut-être les Warriors étaient aussi un peu crevés parce qu'ils avaient fait la saison 73-9 et ils sont vraiment allés pousser le 73-9. Clay démarre les playoffs, Steph pardon, démarre les playoffs blessés. C'est pas trop dans quel état ils sont. Après, l'affaire des blessures, forcément, impacte un peu tout, mais ça, c'est la vérité de beaucoup de séries. Bon, c'est sûr que c'était compliqué de pas la mettre. Vous la connaissez par cœur, cette série. Il y a le plus grand match de la décennie, c'est le Game 7. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand match de la décennie, le Game 7, pour le coup, de cette Ouais. série-là. Il y a le plus grand comeback. Il y a la plus grande performance par un duo. Enfin, je sais pas si c'est là que le niveau a été le plus haut, mais en tout cas, les moments mémorables sont vraiment largement premiers. Petit quiz pour toi. Il y a un joueur côté Warriors qui était dans cet effectif des Warriors, qui était un ancien des Cavs et qui vraiment est allé d'un côté puis de l'autre et a pas eu de bague avant l'année suivante. Est-ce que tu te rappelles de quel joueur c'était? C'est Variao, non? Exactement, Anderson Varejao, Ouais. qui a fait toute sa carrière à Cleveland, qui perd les finales l'année d'avant, qui à la mi-saison va aux Warriors dans la meilleure équipe mais qui est quand même dans l'équipe. Alors il joue très peu, mais qui est quand même dans l'équipe après de 2016-2017, donc il a quand même fini par avoir une petite bague, mais ça avait quand même donné lieu au fait qu'il a eu une bague en réalité. Il a la bague 2015-2016 parce qu'il avait joué 30 matchs avec les Cavs durant cette saison-là. Donc premier, on est d'accord, sans trop de surprises, le Cavs Warriors de 2016. Et je vais donc prendre la main pour le deuxième pick. À ton avis, est-ce qu'il y a du suspense sur le deuxième pick? Hmm, peut-être. Ah ouais, peut-être. Bah, tu me diras si Ouais, t'as le peut-être. même. Pour moi, il n'y a pas trop de suspense sur le deuxième pick. Sur le deuxième pick, je pars évidemment sur le Houston Warriors de 2018, qui est pour moi, donc rappelez-vous, hein, c'est cette fameuse saison où Houston fait tout pour construire un effectif capable de battre les Warriors, qui sont champions avec un effectif qui comprend Kevin Durant. Et cette série-là va jusqu'au septième match où les Warriors l'emportent dans cette fameuse rencontre où Harden et ses coéquipiers ont insisté très fortement à 3 points sans jamais trouver la solution. Mais on est peut-être sur le climax, tu vois, je trouve, de cette rivalité entre Houston et les Warriors, qui est peut-être
enfin en tout cas une des plus belles rivalités qu'on a eues sur les 10 dernières années, et tout était aligné pour que on puisse avoir une série d'anthologie, notamment un élément qui était très important. Tout le monde savait que les Warriors étaient plus forts, mais Houston avait poussé très fort durant la saison régulière pour pouvoir faire en sorte d'avoir l'avantage du terrain qui devait payer pour le coup dans cette série. C'est une série dont on vous a beaucoup parlé parce qu'on vous a fait un long épisode avec Jérém l'été dernier de 2 heures où on est revenu dans le détail sur chacun des matchs et sur ce qui s'était passé. Mais avant que j'aille un peu dans le détail des différents éléments, est-ce que toi c'était ton deuxième? Ouais, c'était mon deuxième. C'était quand même le Grande deuxième. série incroyable. Ouais. Et c'est un peu chiant quand même que Chris Paul se blesse sur les 2 derniers matchs, qu'il les joue pas. Mais ce qui est drôle en fait sur cette série, c'est que c'est une série qui est plus défensive qu'offensive, quoi. Totalement. Parce que les 2 games que Houston prend, ça marque pas plus de 100 points. Et dans la conférence Ouest des fins des années 2010, c'est quand même assez rare. Et puis ouais, on s'est rendu compte qu'en fait Golden State il galérait parce que le switch all de Houston en défense fait que c'est pas possible de créer du décalage avec ton jeu off-ball. Et puis même en attaque, c'est-à-dire malgré leur grosse défense à Golden State, vu que Houston ils font beaucoup d'ISO en ciblant les mismatchs, t'as beau avoir 4 énormes défenseurs, si t'en as un qui est un peu moins bon, tu subis, quoi. Ouais, je trouve que si je dois retenir un truc, tu vois, tactiquement de cette série, je suis assez d'accord avec toi, c'est que c'est l'apogée du switch all. Et notamment de cette stratégie défensive qui a quand même vachement impacté la NBA entre 2016 et 2019-2020, où là on est vraiment à l'apogée de ce style-là avec des rosters qui sont vraiment construits que pour faire ça, notamment le roster de Houston. Quand on va un peu dans le détail de cette série, pour que vous puissiez vous en rappeler, en vérité, on se concentre beaucoup sur la blessure de Chris Paul, mais il y a un peu 3 dynamiques dans cette série. Il y a une première dynamique après le premier match, qui est presque premier match ennemi, où c'est assez clair en fait que les Warriors sont supérieurs. Et le problème, c'est qu'il y a la blessure d'André Iguodala qui commence déjà à beaucoup impacter les Warriors et Houston arrive à revenir un petit peu dans la série. C'est le deuxième fil de la série où Houston reprend un peu la main. On a la sensation qu'ils sont dominants. Et effectivement, la dernière histoire dans l'histoire de cette série, c'est la blessure de Chris Paul au match 5 ou match 6, match 6 de mémoire. J'ai un petit doute, match 5 ou match 6? Non, match Non, 5. je pense. Ouais, c'est à la fin du match 5 qu'il se blesse. Ouais, c'est à la fin du match 5 et qui amène effectivement à la victoire des Warriors. Moi, je trouve que quand j'avais re-regardé cette série, que pour le coup j'avais vraiment revu dans le détail, ce qui m'avait le plus marqué, c'est à quel point les choix tactiques sont forts. Et c'est là qu'on voit qu'on est sur 2 équipes très matures. Et surtout, le niveau individuel des joueurs. Alors on est sur un jeu qui est très en isolation. On n'est pas du tout sur les Warriors version 2017 où KD est un espèce de plugin dans le jeu des Warriors. Là, pour le coup, on est plutôt Warriors version KD, donc beaucoup d'isolation de KD, beaucoup d'isolation de Stephen Curry. Klay Thompson, il est plutôt comme un genre de complément là-dedans, et Draymond, c'est le patron de la défense. Et on a une alternance, notamment de 4 joueurs, Steph Curry, Kevin Durant, Chris Paul et James Harden, sur de l'isolation. Où, sincèrement, je vous invite à aller re-regarder la série, vous allez voir en fait qu'effectivement ces joueurs-là ont vieilli. Parce que l'écart de niveau entre leur niveau de maintenant et le niveau qu'ils avaient à l'époque est quand même assez dingue. Et effectivement, tu as raison, ça conduit quand même plutôt à un jeu qui n'est pas un jeu très efficace, pour le coup, très défensif, mais où les exploits se multiplient. Autre élément, moi, que j'avais noté en regardant la série, qui est étonnant quand on voit maintenant, c'est que le niveau de Kevin Durant est tellement fort, il est tellement fort individuellement, qu'il est lancé parfois dans des 5 avec absolument aucun spacing autour de Sean Livingston, de Kevin Looney, de David West, pour le coup, et même généralement le dernier joueur, parfois c'est Quinn Cook, enfin c'est même pas vraiment un shooter, mais il est à un tel niveau individuel de création pour lui que tu peux envoyer des 5 complets défensifs. Quel souvenir t'as, toi, de la série de Kevin Durant? Je l'ai trouvé pas si énorme que ça, même si en fait il fait un gros Game 1 à 37 points et un Game 7 à 34 points. Mais c'est vrai que c'est une année où en fait les Warriors se focus peut-être un peu plus sur Kevin Durant que sur Curry, parce qu'il est sans doute plus fort intrinsèquement. Mais ils ont sans doute eu tort de faire ça parce que ils ont plus galéré cette année-là. Alors pas forcément sur l'entièreté des playoffs, mais au moins face à une équipe, quoi. Ouais, Donc c'était un peu ouais, c'était ça, la tournure de l'équipe autour de KD qui fait que c'était légèrement décevant, quoi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Alors, KD était incroyable individuellement, mais moi la sensation que j'avais eue durant cette série, c'était que
le tout pour KD, ou le jeu autour de KD leur avait fait perdre le fil, et justement d'être uniquement dans du jeu d'isolation. Et c'est une masterclass aussi de Mike D'Antoni pour faire déjouer l'adversaire, de ralentir le jeu au maximum et de réussir à faire rentrer les Warriors là-dedans. Et en regardant, moi j'avais quand même une sensation qu'il y avait un tournant au-delà de la blessure de Chris Paul. À partir du match 6, c'était un peu le retour du jeu de Clay et Stephen Curry, et Kevin Durant qui est mis un tout petit peu en retrait. Parce que ce jeu-là, où il était extraordinaire, pour le coup, était pas spécialement efficace et leur causait un peu du tort dans cette série-là. Notamment parce que, alors c'était un peu plus un joueur de séquence, mais parce que dans ce jeu demi-terrain, on avait... Est-ce que c'est le meilleur joueur d'isolation des 10 dernières années ? Il y avait James Harden, pour le coup, qui faisait le penchant et qui, lui, était encore plus créatif que Kevin Durant parce que son isolation permettait aussi d'amener du jeu pour les autres. Je t'ai rarement demandé, toi, c'est quoi le regard que tu as sur James Harden et sur cette période de James Harden ? Moi, j'ai toujours bien kiffé James Harden. Même s'il a un jeu très stéréotypé, je trouve qu'il est tellement impressionnant dans son stéréotype. Mais moi, il m'a quand même toujours saoulé en playoff. Dès que tu arrives au Game 5 d'une série, le mec, il se transforme en Andrew Wiggins, quoi. Enfin, il a toujours été décevant, quoi. À part peut-être l'année d'après, 2019, où là, il fait une série encore plus légendaire face aux Warriors, où il tourne à 35 points de moyenne. Mais il m'a toujours saoulé en playoff. Mais moi, je garde un bon souvenir de James Harden aux Rockets parce qu'il y a un côté un peu unique dans l'histoire du basket. Et j'ai toujours trouvé kiffant, quoi, à regarder. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un dernier joueur pour le coup qui était très fort dans cette série-là, c'est Eric Gordon, qui sort une top série à 20 points de moyenne et qui est très impactant. Et qui arrive notamment au relais de James Harden assez régulièrement. Problème peut-être qu'avait Houston à ce moment-là, c'était le contrat de Ryan Anderson qui empêchait de terminer cette équipe avec son énorme contrat et qui avait très peu joué dans cette série et qui de toute façon avait peu d'impact. Donc en tout cas, numéro 2, on est d'accord sur le Houston Warriors de 2018. Je te laisse la main pour le numéro 3. Ouais, je voulais juste dire un petit truc pour le Game 6 de Clay, quand même, à 35 points, à 9 sur 14, à 3 points. Et l'énorme boost de Trevor Ariza dans le Game 7 à 0 sur 12. Donc, bravo Trevor. Mais donc, le troisième, on passe au troisième. Je sais pas si c'est ton troisième à toi, mais moi, ce sera le Raptors Sixers de 2019. Avec ce Game 7 avec un buzzer beater de Kawhi qui hante les Sixers encore, je pense, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont toujours pas dépassé les demi de conf avec Embiid au centre du projet. Et ouais, moi je trouve que c'est une série assez énorme parce que tu as deux énormes effectifs. Tu as une bataille tactique intéressante, même si c'est une série où on a vu quand même deux équipes avec des problèmes de spacing. Je crois qu'ils sont à moins de 33% à 3 points pour les deux équipes. Mais c'est surtout deux équipes très fortes en défense. Notamment, je pense que les Raptors, les gens s'en souviennent un peu de la densité défensive des Raptors, mais les Sixers, c'était quelque chose aussi, hein. Avec Ben Simmons, avec Jimmy Butler, avec Embiid. Et alors, ça manquait de profondeur, les Sixers, parce que voilà, ils avaient trade pour Jimmy Butler, donc ils avaient envoyé Saric et Covington, mais je pense qu'ils avaient besoin de Jimmy Butler. Mais malheureusement, en fait, les Sixers, sur cette série, ils n'ont pas réussi à appuyer sur leur force, qui était la transi offensive, le rebond offensif, la protection d'arceau en défense. Mais ils restent quand même dans la série parce qu'ils utilisent en attaque Jimmy Butler en créateur, et c'est comme ça qu'ils arrivent à rester un peu dans la série. Mais bon, c'est surtout la série de Kawhi où le mec il termine à 35 points de moyenne sur la série et 10 rebonds. Il te fait un Game 1 à 45 points, 11 rebonds, un Game 4 à 39 points, 14 rebonds, et le Game 7 en plus du buzzer beater, t'as 41 points, quoi. Donc voilà, je sais pas combien de toi tu les avais, mais moi je les avais sixième. Je les avais sixième pour le coup. Série incroyable, série vraiment extraordinaire pour le coup. Moi, ce qui m'a fait la descendre un petit peu, c'est notamment les performances individuelles, parce que Kawhi est génial. Jimmy Butler commence à émerger comme étant en fait peut-être une star, mais il y a beaucoup de déceptions individuelles dans cette série, et notamment deux joueurs, Joel Embiid et Ben Simmons, qui sont pour le coup nettement en dessous de ce qu'on peut attendre d'eux. Joel, il est atroce, vraiment, ouais. C'est sa pire série, il est catastrophique. Ouais, tout à fait, il est absolument affreux. Pour revenir sur ce que tu dis, Toronto tourne à 29,8% à 3 points sur la série, et Philly tourne à 33% à 3 points sur la série. Donc c'est même pas ceux qui sont le plus impactés, enfin qui sont le plus en difficulté sur le shooting, mais effectivement cette série avait notamment, je pense que c'est une des séries qui a acté le fait que ces Sixers là
n'avaient pas le spacing nécessaire pour attaquer de manière efficace, et ce qui conduit notamment au choix de Tobias Harris plutôt que de Jimmy Butler, et qui nous aura causé des fameux Tobias Harris over me de Jimmy Butler quelquefois par la suite. Mais ouais, je trouve série mémorable. Deux éléments moi que j'ai vraiment et j'ai trois éléments moi que j'ai vraiment retenu fort. Effectivement, t'en as parlé, le niveau individuel de Kawhi Leonard qui est absolument incroyable. Et je trouve que tu vois, je sais pas si tu t'es déjà refait les grandes séries de Michael Jordan, mais c'est vraiment, tu vois, le truc moi qui pour le coup s'est rapproché le plus de ce que j'avais vu avec Michael Jordan en termes de jeu. Je parle pas en termes d'attitude, hein. Un jeu vraiment énormément basé sur de l'isolation, extrêmement fort sur le shot making à mi-distance, mais vraiment absolument injouable là-dessus. Très fort défenseur, et il y avait vraiment un côté implacable. Et je trouve que, tu vois, je sais pas toi, mais quand je reprends l'histoire de Kawhi, le moment où vraiment jouer Kawhi, il y a eu beaucoup de moments dans la carte Kawhi où jouer Kawhi ça faisait peur, mais cette version-là, c'est probablement de toutes celle qui faisait le plus peur, tu vois. Quand t'affrontais ce Kawhi-là, franchement, ça faisait flipper, pour le coup. Donc ouais. Ouais, je pense que c'est son prime, même si en 2021, il y a un peu plus de playmaking, mais tu sens qu'il est peut-être plus fragile aussi. Il se blesse à la fin des playoffs. Mais ouais, et pour revenir aussi sur Embiid, bon, Embiid, il est catastrophique au scoring, au playmaking, mais c'est aussi parce que en défense, en fait, il y a quand même une énorme défense en face. T'as Gasol qui est sur lui, t'as Ibaka, de temps en temps, t'as Siakam, t'as Kawhi aussi en aide, ou Danny Green. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait que les performances de certaines stars sont moins bonnes, mais t'avais un Ben Simmons et un Embiid qui étaient assez jeunes finalement, pas énormément d'expérience en playoff. Et t'avais surtout deux énormes défenses, ce qui fait que ça a un peu abaissé le niveau, même si Kawhi est sur une autre planète et que Jimmy fait son taf. Derrière, ouais, ça manque un peu de grosses perfs individuelles. Alors effectivement, ils sont quand même vraiment affreux. Alors moi, c'était mon deuxième point très important, c'était le secteur défensif intérieur des Raptors, qui était absolument colossal autour, effectivement, des trois joueurs qui étaient Serge Ibaka, Marc Gasol et Pascal Siakam. Pour le coup, et t'as raison, on pourrait presque rajouter Kawhi. Enfin, en tout cas, peut-être qu'un jour, on fera la draft des meilleures équipes défensives des 10 dernières années, et en tout cas en playoff. Et cette version de Toronto, elle est très très haute, parce que défensivement, c'était juste incroyable cette équipe. Mais effectivement, on a deux joueurs qui passent complètement au travers, et c'était mon troisième point. C'est notamment le moment où on s'est rendu compte que Ben Simmons, en fait, était. Enfin, c'est le début de la chute de Ben Simmons, qui était alors à ce moment-là. On vous renvoie à un podcast sur la draft des meilleurs rookies, mais qui était pour le coup en train de monter. Ben Simmons, il sort une série horrible, hein. Il est à 11 points de moyenne, 7 rebonds, 5 passes pour le coup. Et Joel, c'est tout aussi affreux. Il est à 17 points, 9 rebonds, à 37% au tir. Pour le coup, donc absolument pas efficace. Et t'as raison, c'est Jimmy Butler, qui émerge. Le shoot de Kawhi, c'est le plus grand moment des 10 dernières années. Genre, c'est le moment le plus marquant pour toi de la NBA des 10 dernières années. En termes de clutchitude, ouais. Ouais. Pas le moment le plus marquant, je pense que The Block et The Shot de Kyrie, c'est au-dessus, mais en termes de clutchitude, tu peux pas faire mieux. Un buzzer beater dans un Game 7, c'est incroyable. Ah, c'était assez fou. C'est quoi, toi, ton avis que tu avais globalement sur ces Raptors version 2019? Moi, je les kiffais bien, hein, ces Raptors. En plus, c'est une des rares fois où je voyais gagner une équipe avant le début des playoffs, quoi. J'étais très haut sur eux et je les voyais gagner parce que je me disais, putain, mais ils ont un effectif tellement deep. On n'en a pas parlé, mais sur le banc, t'as Anunoby, t'as Norman Powell. Je crois qu'Anunoby, il joue pas les playoffs, mais t'avais Norman Powell, tu vois, quand tu sais comment il s'est développé par la suite. Une équipe très deep. Et alors en attaque, c'était un peu chiant à regarder parce que tu avais beaucoup d'ISO Kawhi. Il n'y avait pas un vrai fond de jeu collectif vu que Kawhi venait d'arriver et qu'il était trop fort. Donc tu avais intérêt à faire de l'ISO. Mais c'était une équipe kiffante, ouais. Ouais, moi j'ai adoré effectivement cette équipe, et je suis d'accord avec toi, le gros tournant, c'est l'arrivée de Marc Gasol quasiment au moment du All-Star Game, pour le coup, qui transforme cette équipe, et là ils deviennent vraiment extrêmement solides. Est-ce que tu vois une dernière chose à dire sur ce numéro 3, ou est-ce qu'on passe au numéro 4? Non, c'est bon. On passe au numéro 4. Le numéro 4, qui était donc mon numéro 3, avec quand même un peu de marge sur les autres. Tu vas me dire ce que tu en as pensé. On retourne pour le coup en 2016. Et pour moi, c'est peut-être, allez, je vais le dire, c'est sûrement la série la plus impactante dans l'histoire de la NBA des 10 dernières années. C'est le Warriors Thunder de 2016. Encore un 3-1 qui finit en 4-3. Pour le coup, les Golden State Warriors arrivaient
dans une situation d'hyper favori dans cette série, puisqu'ils avaient fait leur saison en 73-9. Mais on savait au début de la série qu'OKC était probablement l'équipe qui était la plus à même de les déranger, notamment parce que OKC avait construit une équipe hyper physique pour pouvoir les affronter et défensivement très très forte. Et on s'était dit, autour de Kevin Durant et de sa création de tir, ils pourront peut-être les embarquer dans une série défensive. Et ça pourra fonctionner, et effectivement, c'est ce qui fonctionne lors des 4 premiers matchs, puisque OKC termine le match 4 à 118-94 avec un énorme match de Russell Westbrook pour virer à 3-1. Et on se dit que, que ça va se terminer, que les Warriors vont être éliminés. Mais là, c'est le drame, tout s'enchaîne. Pour le coup, c'est Russell Westbrook qui perd un peu les pédales. C'est le Game 6 de Klay Thompson, et c'est surtout Mr. Unreliable, Kevin Durant, qui se fait attaquer par la base même des fans de OKC, notamment par les médias, parce qu'il perd un peu pied, on va le dire. Là, il est très très bon lors du match 5 parce qu'il met 40 points. Mais sur le reste, il a beaucoup de mal à être efficace. C'est globalement une série où il n'est pas très efficace. J'avais noté les stats, il tourne à 30 points de moyenne, mais à 42% au tir, 28% à 3 points. Et c'est notamment dans les 2 derniers matchs qui passe totalement au travers. Pourquoi cette série est peut-être la plus impactante des 10 dernières années? Parce que c'est certainement celle qui a fait que Kevin Durant a fini par aller aux Warriors. Aller peut-être avec la défaite des Warriors en finale contre les Cavs, mais le choix de Kevin Durant s'est probablement fait à ce moment-là. Quel souvenir tu as de cette série? Je pense que c'est la série c'est la série tactiquement la plus intéressante des 10 dernières années. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire tactiquement. Et moi, je les avais 4, donc je les avais juste après. Mais ouais, en fait, t'as un OKC qui arrive à enrayer l'attaque de Golden State, car t'as pas mal de joueurs en fait qui sont capables de switch. T'as Curry qui a eu beaucoup de mal sur le edge de OKC avec KD et Adams. Et donc, du coup, ils se sont adaptés. Il y a eu moins de pick and roll avec Curry et plus d'ISO avec lui. Et en fait, du Game 1 au Game 4, t'as un OKC qui domine énormément au rebond offensif et en transition. Mais Golden State s'est adapté parce qu'ils avaient quand même du répondant. Ils avaient Andrew Bogut et ils donnent beaucoup plus de temps de jeu à Bogut au Game 5 et au Game 6. Donc il y a plein de trucs intéressants dans cette série, tactiquement encore plus détaillés. Mais c'est aussi une série où on a vu le manque de spacing aussi du Thunder, qui finit la série à 32% à 3 points, avec un affreux 3 sur 23 à 3 points au Game 6. Mais ouais, en plus, t'as un Blue 3-1 lead à nouveau. Et t'as évidemment KD qui se casse au Warriors juste après, donc c'est une série légendaire. Je l'ai peut-être un peu sous-classé par rapport à mon troisième, parce que en fait en 2016, la série d'après, t'as eu à nouveau une équipe qui te choque un 3-1, donc ça a peut-être joué un peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est une des meilleures séries des 10 dernières années. Ouais. Effectivement, je trouve que c'est aussi une série qui signe la mort des équipes sans spacing véritable. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ce 5 qu'avait OKC, mais le 5 c'était Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, André Robertson et Steven Adams. Donc tu as dans cette équipe, allez, au moins 2 total non-shooters qui étaient Robertson, qui est devenu un très bon shooter d'ailleurs maintenant, qui joue en Euroleague, notamment l'Asvel l'année dernière, c'était un très bon shooter, mais qui n'était pas du tout un shooter à cette époque-là. Steven Adams qui shootait pas. Serge Ibaka se forçait à tirer à 3 points pour ajouter un petit peu de spacing. Et Russell Westbrook, vous connaissez Russell Westbrook, je ne fais pas de dessin. Il était plus en dépannage. Et cette équipe manquait vraiment énormément de spacing. Et je suis d'accord avec toi, un élément intéressant de cette série, c'est que le pouvoir offensif des Warriors était tel qu'en fait, il y a certains joueurs qui pouvaient apporter du spacing dans cette équipe que OKC ne faisait pas jouer. Je pense notamment à Anthony Morrow et à Randy Foye, qui pour le coup étaient des très bons shooters, mais pas des bons défenseurs. Et le danger venait tellement de partout côté OKC côté Warriors, que c'était pas possible de les faire jouer. Et effectivement, ça a donc conduit à une situation où en fait, ils se sont fait coincer à un moment donné dans un forcing en fait de 1 contre 1. En bloquant énormément la raquette. C'est une des premières fois d'ailleurs où on voit une équipe complètement abandonner des non-shooters pour bloquer la raquette. J'ai une petite quiz dans le prolongement des quiz pour toi. Dans le match 6, qui est le fameux match de Mr. Unreliable, pour le coup, OKC prend 90 tirs dans le match. Combien en prennent en cumulé Kevin Durant et Russell Westbrook? Je dirais entre 55 et 60, quoi. Genre, ouais, 56. Ah, t'es fort, t'es très fort, parce que c'est 58. Ils prennent 58 des 90 tirs, Ouais, c'est fou. auxquels il faut ajouter 20 lancers francs sur les 32 lancers francs qui tirent. Et donc en fait, vraiment, les Warriors avaient piégé en fait OKC sur leur manque de spacing en disant
Bah, si on se fait battre, c'est parce qu'en fait, Kevin Durant et Russell Westbrook vont réussir à multiplier les exploits. Et le problème, c'est le vrai problème, c'est qu'ils n'ont même pas été capables de le faire une fois, en fait. Pour le coup, ensemble. Parce qu'il aurait fallu qu'ils le fassent une fois ensemble. Et ils n'ont pas été capables de le faire. Et malheureusement, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, c'est-à-dire en cassant un petit peu, la méta la méta de la NBA. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire, toi, sur cette série, ou est-ce que pour toi, on a fait le tour? Non, c'est bon. Eh ben, je te donne la main pour notre numéro 5. Numéro 5, bah moi en fait j'ai mis la deuxième seule finale des 10 dernières années qui allait au Game 7. C'est la finale de cette année entre le Thunder et les Pacers. Oh, ok. Ouais. Je trouve que tactiquement, en fait, elle est quand même plutôt intéressante parce que on a eu des Pacers qui sont arrivés à exploiter les faiblesses d'OKC en défense, notamment en ciblant les mismatchs au poste. Et moi, j'avais vu pas mal de fans d'OKC être en mode ouais, enfin être très optimiste avant la série, en mode non mais notre défense elle a pas de faiblesse, alors que pour le coup en fait sur les playoffs on avait vu des Pacers qui arrivaient vraiment à exploiter les mismatchs des adversaires, notamment tu vois au poste. Et j'étais assez confiant sur le fait que les Pacers allaient arriver à exploiter ces faiblesses-là. Et alors même si c'est vrai qu'on avait déjà vu Denver, on parlera peut-être de cette série-là, mais on avait déjà vu Denver faire un bon taf pour shrink un peu le terrain pour empêcher Shai de drive et pour resserrer, pour vraiment pousser le Thunder en fait à shooter. Shrink Bah, pour nos auditeurs non anglophones, shrink. Ouais, j'ai pas réussi à trouver une traduction, c'est dur à dire quoi. Fermer les En espaces. français, C'est c'est fermer pas les quoi. espaces, je pense. Ouais, ouais, voilà. C'est un peu ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fermer les espaces sur le terrain Contracter la pour défense, quoi. empêcher tous les drives d'OKC. Et il y a des moments quand même assez légendaires comme le Game 1 avec le Game Winner de Tyrese Haliburton, où le mec valide une 4e série d'affilée où il te fout un Game Winner. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et la blessure d'Haliburton au Game 7. Alors ouais, c'est sûr que vu qu'Haliburton se blesse au Game 7, tu as un Game 7 qui, au bout de 3 quarts temps et demi, tu te rends compte que l'équipe va... tu sais qu'OKC va remporter le match. Et c'est vrai qu'Haliburton s'était un peu blessé avant. Mais ça s'est pas trop vu parce que finalement, la série, elle va jusqu'au Game 7, quoi. Et je trouve que ce qui est cool aussi, c'est qu'on a eu une finale avec 2 équipes assez jeunes pour la première fois depuis un moment, qui avaient vraiment exploité la transition, notamment des playoffs. Notamment, tu vois, les Pacers contre les Knicks, mais ils avaient défoncé sur la transition. Et je suis pas sûr que ce soit une série, vu qu'il y a un peu un manque de... Je pense qu'il y aura peut-être un manque de legacy, même si c'est un mot un peu valise, mais parce qu'il y a eu... je pense que c'est pas une série dont on parlera forcément dans 10-20 ans, mais moi je la trouve assez kiffante. Et apparemment, la plupart des gens, pas trop, parce que je sais que les ratings de viewers étaient assez bas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait regardé cette finale, peut-être par rapport au fait que les 2 équipes étaient jeunes. Et moi, je la trouve très kiffante. C'est quand même une finale NBA qui allait au Game 7. Il n'y en a eu qu'une autre, c'est la 2016. Donc, c'est pour ça que j'ai mis top 5 pour moi. Moi, je l'ai pas dans le top 10. Cette série, je me suis tâté, mais je l'ai pas dans le top 10. Je l'ai pas dans le top 10 je pense, pour 2 raisons. La première, c'est parce que, OKC est champion, mais pour moi, OKC est très décevant dans cette finale et n'arrive pas à produire, mais de manière générale, comme sur tous leurs playoffs, n'arrive pas à produire ce qu'ils ont réussi à produire durant toute la saison. Et donc, je m'attends à un niveau bien supérieur de la part de OKC dans cette série-là. Et finalement, ce niveau supérieur, on l'a jamais vraiment. À la fois parce que Shai est aussi un peu bloqué par moments par son manque de playmaking. Aussi parce que les stars côté OKC sont globalement défaillantes à 3 points. Shai tourne à 24% à 3 points. Jalen Williams, il est à 27%. Chet, il est à 15%. Ils ont un vrai problème d'adresse qui facilite un peu le jeu défensif pour le coup des Pacers. Et que côté Pacers, alors moi j'ai adoré la série des Pacers, notamment... peut-être que d'ailleurs les Pacers, on verra dans les prochaines années, mais vont peut-être lancer quelque chose autour de ça sur avoir des rosters un petit peu plus longs pour avoir des joueurs qui sont un peu plus à fond quand ils sont sur le terrain. Et c'est peut-être d'ailleurs cette série la fin des rosters de playoff à 7-8 joueurs pour plutôt passer vers du 8-9 joueurs avec des vrais minutages sur le banc. Mais je trouve que globalement, côté Pacers, Siakam, qui est parfois en difficulté face à une énorme défense, est plutôt bon. Je trouve que Tyrese, il a des coups d'éclat, mais qu'il est globalement pas très bon dans cette série. Globalement, alors...
par contre, ils ont des role-players qui émergent. On en avait parlé ensemble, Bénédicte Mathurin notamment, qui fait une belle série, mais ça manque. Je trouve que ça manque de niveau en fait dans cette série, tout simplement pour que je puisse la mettre aussi haut. Après, je suis d'accord avec toi sur la partie dramaturgie et moment un peu mémorable. Bah, c'est assez haut, mais c'est contrebalancé par le fait que c'est deux équipes qui attirent pas tant de monde que ça finalement. Et je suis d'accord avec toi Ouais. que ça n'a pas eu l'écho que ça aurait dû avoir. Mais tu vois, moi, je repense au Game 5 de J-Dub où il faut 40 points. Ouais. Donc, tu as quand même des mecs qui ont marqué des grandes perfs. Mais c'est vrai que tu n'as pas une grande perf individuelle. Et ça manque un peu de stars. Mais je trouve que tu as, une belle. Enfin, t'as un très bon coach comme Rick Carlisle, qui est un top coach depuis 20 ans en NBA, face à Denio, qui est quand même un top coach de la ligue, évidemment. Donc, je trouve que. Ouais, je pense que c'est pas une série qui aura une grande legacy, mais je la trouve kiffante et je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à la re-regarder. Elle est aussi marquée par beaucoup d'irrégularités des stars, hein. Tu vois, tu prends le match de J-Dub, le match 5, où il met 40 points. Dans le même temps, dans ce match, Tyrese Haliburton, il met 4 points, il prend 6 tirs, il crée pas du tout. Enfin, c'était une série hyper intéressante à suivre, mais aussi avec beaucoup d'irrégularités, avec beaucoup de joueurs jeunes, tu as raison, et qui n'ont pas forcément donné le maximum de leur potentiel dedans. Et en tout cas, moi, je ne l'ai pas mis, mais je me suis quand même posé la question. J'étais pas dans un truc où je me suis dit, je me pose même pas la question et je l'aimais pas. Donc je comprends tout à fait qu'ils puissent se retrouver dans ton top. Et donc, ils se retrouvent donc quand même cinquième, hein. Donc pour un truc qu'on n'avait pas tous les deux, quand même cinquième. Et est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur cette série ou est-ce que je prends la main? Non, c'est bon. Je prends la main, je peux y aller. Et ben du coup, moi mon numéro 6 était à la base mon numéro 4. Et je suis quand même étonné qu'on ne l'ait pas encore mis dans le top 5 parce que pour moi cette série elle est mémorable. Non, c'est le Minnesota-Denver de 2024. Pour le coup. Et celui-là, je me suis demandé si tu l'avais. Je me suis dit que tu l'avais peut-être pas dans tes 10. Tu l'avais dans tes 10 ou pas? Bah, je l'ai pile en 6. Ah, tu l'as pile en 6. Bon, Donc, parfait. pour le coup, tu t'en sors plutôt bien. Moi, je trouve qu'en termes de, tu vois, de compétitivité, on posait cette question-là, elle est très très haute. Pour le coup, parce que j'ai vraiment trouvé que le niveau était assez impressionnant. Ce qui lui manque, c'est des grands moments. T'as pas de moments mémorables dont tu te rappelles spécifiquement. Alors après, peut-être que tu peux te rappeler de la deuxième mi-temps de Minnesota au Game 7, qui est assez dingue. Où pour le coup, ils dominent physiquement Denver et ils arrivent à les éteindre, en fait, hein, offensivement et à prendre la main. Mais ça manque peut-être un peu de grands moments. Mais si je sors de ça, j'ai trop de choses qui sont intéressantes pour le coup. T'as la série de Nikola Jokic en 29-11-8 à 52% au tir, alors que c'est une série où tu as l'impression que Minnesota a tout mis en place pour essayer de le défendre. Et d'ailleurs, Karl Anthony Towns est hyper intéressant sur la défense individuelle sur lui. Tactiquement, c'est une des séries les plus intéressantes des 10 dernières années, avec la mise en place de la presse tout-terrain, notamment sur Jamal Murray, de Anthony Edwards qui se relaie avec McDaniels et qui était hyper efficace, le relais entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns autour de Nikola Jokic. Et tu vois, tu as un peu cet aspect-là que tu retrouves aussi avec la série Warriors-Houston de 2018, d'une équipe qui s'est construite pour en battre une. Minnesota, pendant 2 ans, construit absolument tout dans un seul objectif, c'est d'affronter Nikola Jokic et de pouvoir le battre. Et la série est dingue, le niveau est dingue, Anthony Edwards émerge en plus, il y a une star quand même qui émerge dans cette série. Et finalement, il le remporte sur un aspect qui est certes tactique, mais presque plus profond. De la même façon qu'ils avaient fait craquer les Suns, ils l'emportent parce que physiquement, ils font exploser complètement Denver en vol. Et ils le payent d'ailleurs dans la suite des playoffs parce qu'eux-mêmes explosent totalement physiquement derrière. Contre Dallas, ils n'ont plus rien. Quel souvenir t'as toi de cette série? J'ai un super souvenir. Je trouve que ce qui est vraiment kiffant, c'est que tu comprends pas ce qui se passe dans cette série. Vraiment, je comprenais rien. C'est-à-dire que les mecs, Denver avait l'avantage du terrain, si je dis pas de bêtises. Les mecs, ils sont menés 2-0, alors qu'au Game 2, il n'y a pas Rudy Gobert. Et ils remontent 3-2 pour finalement perdre 4-3. Donc, je trouve que c'est un peu dommage quand même que. Je trouve que c'est un petit upset. Même s'ils avaient le même bilan en saison régulière. Denver, pour moi, ils auraient dû aller en finale NBA quoi, cette année-là. Après, je veux bien qu'après un titre, tu sois un peu cramé physiquement, mentalement aussi. Mais je trouvais ça un peu dommage. J'avais une belle opportunité parce que les Nuggets, les Wolves, pardon, n'avaient pas une énorme expérience entre eux en playoff. Le truc qui fait que moi, j'ai mis plus bas que toi, c'est que je trouve que moi, tactiquement, je la trouve un peu moins intéressante que certaines autres séries. Ok. Parce que, ouais, finalement, quand les Wolves ont. Enfin, tu sens que le vrai truc tactique, c'est une fois que les Wolves ils ont pris le dessus physiquement sur la bataille du rebond et de la transition,
et bah, tu sens que, bah, ouais, OK, ils prennent l'avantage de la série, quoi. Ça se voit dans le game 7. Mais ouais, il y a quand même des grosses perfs. Il y a Ant qui fout 2 fois 43 et 44 points au game 1 et au game 4. Tu as le match 5 de Jokic où il te met 40 points, 13 passes, 0 turnover. Je m'en souviens, on en avait parlé le jour d'après. On avait dit, mais c'est une des plus grandes perfs offensives de l'histoire des playoffs. Et un gros game 4 aussi d'Aaron Gordon à 11 sur 12 au tir, 27 points. Donc ouais, je trouve que c'est une série qui aurait mérité d'être dans le top 5. Après, moi j'en ai d'autres devant, mais c'est une grande série. Ouais. Il y a un élément qui vient un peu gâcher cette série, c'est, t'as raison, la domination physique de Minnesota est extrêmement importante dans le résultat final. Et Jamal Murray arrive blessé et ils insistent énormément dessus. Parce qu'une des grosses difficultés qu'a eu Denver sur cette série, c'est vraiment de mettre en place son jeu demi-terrain. Et pourquoi ils ont eu du mal à le mettre en place? Parce qu'ils avaient beaucoup de mal à remonter la balle et qu'ils démarraient beaucoup les possessions en fait avec 14-13 secondes restantes. Et ça, c'était vraiment en insistant sur le fait que Jamal Murray était blessé. Mais c'est vrai qu'on a. Tu te rappelles combien de points d'écart il y a à la mi-temps du Game 7 à Denver? Est-ce que tu as ce souvenir-là? 35, un truc comme ça, non? Ah non, il n'y a quand même pas 35 points d'écart. Ils sont pas remontés 35 points d'écart, quand même pas. Ah, t'imagines? Non, non, Ah c'est putain, énorme. Hein. non, non, C'est non. énorme, mais quand même pas. Ah non, mais ouais, je pensais que c'était un blowout, mais en fait, je me suis souvenu que c'était serré Ah non, non, pendant un non. Le, moment. Ouais. le- le scénario du Game 7, c'est en fait Denver est à plus 15 à la mi-temps à domicile. Et ils prennent, Et dans ils la font, ok. deuxième mi-temps, ils prennent un plus 23 de Minnesota qui les font Ouais, complètement ouais, c'est ça. exploser. Avec Ant qui prend la main, qui est pas très efficace au tir, mais qui est très volontaire. Avec Karl Anthony Towns, qui est absolument génial. Et moi, je trouve, enfin, voilà, un gros souvenir que j'ai tactique, c'est quand même le passage de Karl Anthony Towns sur Jokic au Game 6, qui enraye un peu l'attaque de Denver, parce que du coup, Rudy peut rejouer en roamer, pour le coup, et là vraiment, la défense est un peu... Enfin, là, l'attaque de Denver a vraiment du mal à se mettre en place pour le coup. J'avais trouvé aussi que dans cette série, il y avait eu l'émergence de joueurs où je me suis dit, putain, on est peut-être face à des joueurs qui vont vraiment monter en puissance très fort et amener Minnesota loin. Je pense notamment à Jaden McDaniels et à Naz Reid. J'avais adoré dans cette série, que j'avais tous les deux trouvé absolument géniaux. Mais ouais, ce duel entre Karl Anthony Towns, Rudy Gobert et Naz Reid face à Nikola Jokic, il y avait un peu un truc de, tu vois, c'était assez épique, quoi. Comment réussir à le faire tomber, il est tellement fort. Les autres autour, à part Aaron Gordon qui assure toujours tout ce qu'il faut, les autres autour, ils sont soit blessés, soit pas bien, mais l'autre, il est instoppable. Et puis, ils ont finalement trouvé la solution avant de totalement exploser une fois de plus contre Dallas en finale de conférence derrière. Parce que je pense qu'au-delà du fait qu'ils étaient complètement HS physiquement, je pense qu'ils étaient aussi totalement HS mentalement. Ils avaient tellement tout donné pour battre cette équipe. Et tu vois, ça me fait penser au scénario dont on a beaucoup parlé, qui est de dire que Houston, s'ils avaient été en finale NBA contre les Cavs en 2018, bah, ils étaient champions. C'est peut-être vrai, je pense que c'est quand même vrai, mais tu sais pas, peut-être qu'ils s'étaient tellement constitués pour battre les Warriors que mentalement ils auraient explosé en fait en finale et qu'ils avaient tout donné, quoi, tellement c'est éprouvant de battre une équipe que tu vises pendant toute la saison, quoi. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur cette série, ou est-ce que tu veux passer au numéro 7 du coup, si je dis pas de bêtises, bon, même si visiblement pour Ouais, l'instant ton classement t'arrives à le suivre, quoi. je pense que en fait Denver cette année-là, c'était la seule équipe qui était capable de battre Boston, ou en tout cas de les accrocher. Et finalement, on a vu Boston pas galérer du tout des playoffs, quoi. Mais sinon, non, pas d'autre chose à dire. Eh ben, je te redonne la main pour le numéro 7. Numéro 16, je me suis fait plaisir, je me suis fait un petit kiff. J'ai mis la série Cavs Celtics de 2018 où en fait, tu as un mec qui emmène son équipe tout seul en finale NBA. Et je trouvais que la série face aux Celtics, elle était marquante parce que en fait, les Cavs sont menés 2-0. Ils sont menés à nouveau 3-2 après le Game 5. Et en fait, tu as des perfs de LeBron qui sont légendaires, quoi. Tu as son 44 points au Game 4. Tu as son 46 11-9 au Game 6. Et tu as un Game 7 où le mec il continue, il fout 35 points, 15 rebonds et 9 passes. Il valide 8 finales de suite, qui est évidemment un truc mais de zinzin, avant de faire une 9e finale en 10 ans, 2 ans plus tard, en 2020. Tout ça avec quand même Kevin Love qui joue pas le Game 7 et qui joue seulement 5 minutes du Game 6. Et bon, Boston, tu avais aussi Kyrie et Hayward qui étaient blessés. Mais je sais pas, je trouvais que cette série, elle était marquante parce que tu avais le prime de LeBron en mode
Genre, je suis seul et j'emmène tout le monde, j'emmène que des mecs mid en fait avec moi. Et, euh, et j'avais envie de me faire un petit kiff et de la mettre 7ème. Je sais pas si toi tu l'as. Moi, je l'avais 8ème pour le coup. Donc, Ok, donc tu je l'avais l'avais quand dans même. mon top 10. Ouais, je l'avais dans mon top 10. Notamment, alors je l'avais, tu vois, par exemple, quand je prends mon top 10 en compétitivité, c'est celle que j'ai le plus bas. Je pense que dans les séries qu'on va passer, il y en a peut-être une autre d'ailleurs qui était 9ème, que je vais du coup te dire après, qui est assez bas en compétitif, mais très très haut en côté épique. Mais elle est épique en fait, cette série, pour le coup. Et notamment les deux derniers matchs, parce que on a beaucoup en tête le match 7, où ils arrivent à enfin gagner un match à l'extérieur, parce que l'histoire de cette série, c'est quand même que tout le monde ne gagne qu'à domicile, et que les Cavs, d'ailleurs au premier tour, galèrent contre les Pacers, et passent parce qu'ils ont l'avantage du terrain, parce qu'ils n'arrivent à gagner qu'à domicile. Deuxième tour contre Toronto, il se passe un truc un peu étonnant. Bon, les Cavs s'en sortent assez facilement, mais on se retrouve après contre Boston. Et là encore, on se dit, mais en fait, les Cavs, ils sont vraiment pas bons dans le jeu. Ils ont besoin d'une espèce d'énergie supplémentaire qu'ils trouvent qu'à domicile. Mais ils arrivent à la trouver dans ce match 7, notamment autour de LeBron, Jeff Green et Tristan Thompson, qui sont pour le coup très bons tous les trois. Mais il y a ce match 6. Non, mais ce match 6, il est absolument incroyable, quoi, pour le coup, avec les 3 points de suite de LeBron, hein, à gauche, 45 sur la tête de Jason Tatum, où il est charismatique au possible, quoi. Et, euh, et c'est peut-être la série. Enfin, c'est assurément. On l'avait fait d'ailleurs tous les deux, le prime qui a eu son meilleur prime sur les 10 dernières années. On avait les LeBron en 1, et c'est cette année-là. Et c'est sa meilleure série sur le joueur qui a le plus gros prime des 10 dernières années. Enfin, c'est la plus grosse année des 10 dernières années individuellement. C'est absolument extraordinaire. Après, je suis d'accord, en termes de tactique, il n'y a pas grand-chose à regarder. C'est pas très intéressant. En termes de niveau individuel, ce qui est cool, c'est que c'est l'émergence quand même de Jalen Brown et Jason Tatum. C'est-à-dire que c'est le début aussi, tu vois, quand moi je l'avais aussi un peu haut en impact sur la suite, parce que c'est tout à la fois peut-être une des séries, la dernière série gagnée par les Browns avant qu'ils partent, et en même temps c'est la série du début de la relève de la conférence Est, avec Jalen Brown et Jason Tatum qui s'affirment comme étant en fait des bons joueurs de playoffs sur lesquels tu peux compter, et sur lesquels Boston va pouvoir construire. Ouais, moi je sais pas, le match 6 et le match 7, je les ai en tête comme des matchs quand même assez dingos, quoi. Ils ont une saveur tout à fait particulière. Tu sais, la contre-attaque où le jeu s'arrête, on comprend pas trop ce qui se passe au match 7, et où LeBron met un N1, où je crois que c'est Ford qui lui attrape les deux bras, et il est d'une puissance physique quand il met ce N1 qui est totalement délirante. Enfin ouais, c'était dingue, quoi. Ouais, c'était complètement dingue. Ouais, c'était assez ouf. Après, voilà, c'est très LeBron. Mais moi, en tant que fan des Cavs, bon, bah, t'étais juste là à apprécier LeBron, quoi, parce il était seul tout. Mais en plus, je crois que c'est la série où Tatum il fait un énorme dunk Oui. sur LeBron, donc ça a un peu buzzé. Et alors, en plus, c'est l'année où Tatum est rookie, et c'est vrai qu'il fait des gros playoffs. La série d'avant, on en avait parlé, il fait une grosse série contre les Sixers. Donc, moi, je trouve que même s'il y avait Kerry et Hayward qui étaient blessés, je trouvais que tout le monde voyait Boston passer avant. On disait, ouais, ça n'a pas matché contre Boston parce qu'ils ont des armes en attaque et en défense. Finalement, il a quand même fait cet exploit-là. Et donc, c'est un petit upset quand même, je trouve. LeBron tourne à 34 points, 9 rebonds, 8,5 points de moyenne, à 52% au tir, 41% à 3 points sur la série. Dans une série où en plus, je sais pas si c'est le souvenir que tu as, mais moi j'ai vraiment ce souvenir là où il choisit ses matchs. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qu'il laisse passer parce que physiquement, ces playoffs-là sont très compliqués pour lui parce qu'il doit donner énormément. Et donc il y a des matchs où franchement, il s'investit pas énormément, et il sort quand même une série à ce niveau-là qui est quand même assez colossal pour le coup. Et autour, c'est sûr que c'est pour le coup assez compliqué. Moi, je trouvais que le meilleur, au final, sur ce round de playoff, son meilleur acolyte, c'était Jeff Green. C'était le seul qui était à peu près fiable et qui apportait ce que tu attendais. Jordan Clarkson était arrivé comme étant le joueur qui devait un peu les aider. Au final, il joue même pas les 7 matchs tellement il est nul. Parce que Tyronn Lue choisit au bout d'un moment de ne plus le faire jouer tellement il est négatif en impact. Mais effectivement, série assez mémorable, assez affective pour le coup. C'est pas le niveau de jeu qui la met aussi haut, mais effectivement la dimension épique a beaucoup aidé, et ça sera peut-être la même chose pour la série suivante que j'ai en numéro 1 sur le côté grande performance individuelle pour le coup. C'est là où je trouve qu'on a eu les meilleures performances individuelles. Je pars en 2021 et j'ai le Bucks contre Brooklyn. Je sais pas si tu l'avais dans ton top 10 toi celui-ci. Je l'ai 9e. Eh bah putain, dis donc, on est à chaque fois pas très loin de ce que tu voulais, puisqu'on va se retrouver
En numéro 8, donc on se retrouve en 2021, c'est donc l'année du titre de Milwaukee, équipe hyper dominante de cette saison-là, mais globalement même des 2-3 dernières saisons, c'est vraiment l'équipe qui monte et qui est très forte. Et en face, on a la super team de Brooklyn autour de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, sauf que problème dans cette série, Kyrie Irving et James Harden ne vont jouer chacun que 4 matchs en forçant un peu. Enfin, Kyrie a une vraie blessure qui le fait s'arrêter complètement, mais James Harden joue 4 matchs en forçant pour pouvoir être sur le terrain et quand même donner un peu de rythme à cette équipe. Je crois que j'avais regardé, il me semble qu'il tourne à 4 points de moyenne, à 10 points de moyenne dans cette série, donc il n'est pas du tout en forme. Et en fait, on se retrouve dans une situation où Kevin Durant est un peu seul pour affronter Milwaukee, et ça termine à 4-3 en prolongation dans le Game 7, avec notamment ce fameux tir de Kevin Durant où il a sans doute payé le fait d'avoir le pied un peu trop grand puisqu'il met un fadeaway absolument incroyable pour gagner la série, mais malheureusement il y a un petit doigt de pied qui dépasse et qui fait que ça part en prolongation et ils perdent en prolongation parce que moralement je pense que c'est très dur à encaisser de ne pas avoir mis un 3 points et que physiquement ils explosent complètement. Je dis que c'est la première en termes de performance individuelle parce que Kevin Durant, il est hallucinant durant cette série. Il tourne à 35 points de moyenne, 10 rebonds, 5 passes, à 49% au tir, dans un style totalement isolé et un style full ISO où il est complètement hallucinant. Et je trouve que, en fait, la série de Kevin Durant nous a fait à tous oublier à quel point Giannis est monumental aussi dans cette série, où il tourne à 32 points de moyenne, 13 rebonds, 4 passes, à 57% au tir. Le seul problème, c'est que dans cette série, il y a 2 problèmes côté Milwaukee. Le premier, c'est que leur spacing, malheureusement, marche pas très bien. Ils ont du mal à mettre des tirs. Ça a été souvent le cas pour eux en playoff. Toujours le problème de faire beaucoup tirer des joueurs qui sont structurellement moyens à 3 points. Et donc, ils sont impactés sur leur spacing. Et deuxième élément, comme Kevin Durant était un peu tout seul, ils ont fait le choix de peu le trapper, de beaucoup le laisser en isolation, notamment face à PJ Tucker et Jrue Holiday. Faire peu de prises à deux parce que je pense que l'enjeu pour eux c'était de faire en sorte que les autres autour n'explosent pas et qu'il n'y ait que Kevin Durant qui marche. Sauf que ça a failli ne pas suffire parce qu'il a été tellement hallucinant en fait pour le coup dans les victoires que ça les a fait trembler. Quel souvenir tu as toi de cette série? Série, pour le coup, c'est une série qui va rester un peu dans le temps. Je pense que ça a pas mal marqué les gens. Je me demande si c'est pas la seule série, il y en a peut-être une autre, mais une série qui se termine en prolongation au Game 7, c'est quand même assez rare, surtout à partir des demi de conf. Donc c'est peut-être la seule. Et non, mais sinon, t'as tout dit. T'as KD qui sort 2 énormes matchs au Game 5 et au Game 7. C'est peut-être son prime individuel. Je pense qu'il a peut-être jamais atteint un tel niveau, en fait, parce que pour le coup, ouais, il est un peu seul parce que Harden et Kyrie sont blessés et Harden revient à la fin, mais il est cramé physiquement. Tu sens qu'il est pas prêt. Et il tourne à 35 points de moyenne sur la série. Et t'as quand même t'as un Chris Middleton aussi qui est assez sous-coté sur la série parce que il te fait un 35 points, 15 rebonds au Game 3 et un 38 points, 10 rebonds au Game 6. T'as quand même un gros Chris Middleton. Mais en fait, moi, je l'ai mis que 9 parce que Brooklyn gagne pas. Mais ils sont vraiment à 2 doigts de gagner. Et s'ils avaient gagné, je pense que vu que ce serait un upset de ouf, j'aurais pu les mettre facile top 5, je pense. Mais malheureusement, c'est pas un upset. Mais il n'y a pas une équipe qui a plus embêté cette année-là, les Bucks, parce qu'ils vont jusqu'au Game 7. Même les Suns, en fait, ils se sont fait sortir en 6. Et ouais, il y a un côté un peu what if, parce que si Kyrie et Harden avaient été là, peut-être que les Nets auraient pu aller au bout. Même s'il y avait des gros problèmes en défense, il y avait beaucoup trop de talent en attaque. Et série où, ouais, je pense qu'il n'y a pas eu une série où tu as eu 2 joueurs aussi forts. Bon, même si finalement Giannis, c'est vrai qu'il est très fort, mais il n'y a pas une énorme défense en face de lui, notamment dans la raquette. Mais tu n'as peut-être pas eu 2 joueurs aussi forts sur une même série sur les 10 dernières années, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est compliqué de retrouver ce niveau-là. Peut-être moi ce qui m'a fait la mettre un peu plus bas, c'est une fois de plus le niveau collectif des 2 équipes et globalement la production sur le terrain qui était finalement assez faible. Je sais pas si tu as toi aussi ce souvenir-là, mais moi j'ai quand même le souvenir d'une équipe de Milwaukee qui panique un peu. D'être face à une équipe qui ne doit absolument pas gagner et qui arrive à les emmener un peu loin parce que sans James Harden et Kyrie Irving ils sont pas censés aller aussi loin et ça les fait un peu paniquer. Et de la même façon, de l'autre côté, t'as l'impression que Kevin Durant ça le relâche complètement en fait, qu'il n'y ait pas James Harden et Kyrie Irving qui soient dans une position où bon, finalement s'ils perdent on va rien lui reprocher et s'ils gagnent
c'est Jésus, quoi, tu vois. Et pour le coup, il y a cet aspect-là qui fait perdre beaucoup, je trouve, en compétitivité. Petit quiz pour toi. Est-ce que tu es capable de me citer les 4 joueurs côté Brooklyn qui jouent le plus de minutes dans cette série? T'as derrière KD ou En comptant KD. prenant bah, t'as KD, Blake Griffin, non? Blake Griffin, 3e, qui est le 2e meilleur scoreur de la série côté Brooklyn à 12 points de moyenne. Et qui est cramé, hein, c'est c'est la fin. Hein. T'as Joe Harris, je pense. Joe Harris en 2, ouais, tout à fait. Et en 4, Jeff Green, il était là en 2021, non? Il est là, mais c'est pas lui. Parce que lui aussi, il est Ouais, je blessé. sais pas, en 4. En 4, je sais pas. En 4, c'est un joueur qui vient de retrouver son équipe de cœur, pour le coup. Qui était passé Dinwiddie. entre-temps par Toronto, notamment. Qui est un champion NBA de 2023. Ah, Bruce Brown. Putain. Bruce Brown, effectivement. Ah, c'est fou. Qui est le 4e joueur avec le plus de temps de jeu côté Brooklyn à ce moment-là et qui est plutôt proche, pour le coup, d'être un inconnu. Et donc, on aura donc, et c'est moi qui l'ai donné, mais c'est ça, on aura donc en numéro 8, Bucks Brooklyn 2021. Paul, je te laisse la main du coup pour le numéro 9. Et là, je commence à avoir des noms que moi je me suis cités et qui apparaissent pas et ça commence à m'inquiéter. Numéro 9. Moi, j'ai le Thunder Nuggets de 2025 que j'ai en 9. Pour une grosse raison, parce qu'en fait, tu as quand même les deux gros, énormes candidats MVP qui s'affrontent. Donc, il y avait quand même une grosse hype sur cette série. Et aussi parce qu'on imaginait OKC bien supérieur aux Nuggets, et finalement, ça n'a pas été le cas. Parce que les Nuggets, ils sont pas loin de sortir une équipe qui a gagné 18 wins de plus qu'eux. Alors, je peux pas les mettre plus haut parce que voilà, il n'y a pas d'upset. Mais après, je les mets pas plus haut non plus parce que finalement, en fait, la configuration est vraiment la même que la série Nuggets Pacers. C'est-à-dire que tu as un game winner au game 1 de l'équipe en face du Thunder, parce que dans cette série, c'est Aaron Gordon au game 1 qui fait son game winner. Tu as la blessure d'Aaron Gordon aussi au game 7, comme la blessure d'Ali Burton au game 7. Et tu as un game 7 aussi décevant. Mais globalement, c'est un peu pareil parce que les Nuggets emmerdent le Thunder avec leur zone en défense, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal au KC à attaquer cette zone au début. Mais tu as un peu un sentiment aussi qu'une fois qu'ils ont compris comment l'attaquer, il n'y avait plus trop de séries. Notamment sur la gestion du dunker spot, avec Isaiah Hartenstein au Game 5 qui est plus utilisé, plus de tirs au cercle aussi au fur et à mesure de la série. Ils ont quand même enfin compris que Jokic en protection de cercle, il y avait quand même un truc à faire. Je peux comprendre qu'on ne l'ait pas dans le top 10 parce que finalement, Jokic il est un peu décevant. Même s'il est face à une défense all-time. Tu as deux teams qui shootent à moins de 33% à 3 points sur la série. Donc ouais, tu as deux équipes avec des gros manques de spacing, donc ça tue un peu la série. Mais je trouve que c'est quand même une grande série. Tu as deux énormes matchs de Jokic qui fout un 42 points, 22 rebonds au Game 1 et un 44 points et 15 rebonds au Game 5. Mais pour moi, ça reste quand même une des 10 séries les plus marquantes des 10 dernières années. Moi, je l'avais pas dans le top 10 pour le coup. Je l'ai pas dans le top 10 pour plusieurs raisons. Déjà parce que bon, match 7, c'est quand même un énorme blowout. Donc bon, je sais même pas s'il faut le compter. Et que c'est un blowout attendu. Il y a un espèce d'aspect où tu comprends pas trop pourquoi cette série va en 7. Et tu as un peu l'impression qu'OKC est assez immature dans sa gestion de la série. Et n'arrive pas à passer le cap parce qu'il y a des moments où ils doivent accélérer, ils le font pas. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Moi, je me rappelle sortir du match 2 où OKC gagne quand même de 43 points. 43 points, c'est quand même un truc de dingue. Et avec une telle sensation de domination sur Denver que tu te dis, ok, bon, en fait, le premier match, ils l'ont perdu parce que ils avaient eu un énorme temps de repos. Parce qu'ils avaient gagné 4-0 de façon très large contre Memphis. Et tu te dis, ils arrivent pour le coup au match 1 en étant peut-être trop reposé, ce qui arrive très très souvent en fait. Hein. Pour le coup, en NBA, c'est un schéma qu'on a beaucoup vu. Derrière, il gagne de 43 points. Et ensuite, je trouve que le niveau de la série en fait est assez faible. Je trouve notamment qu'OKC n'arrive pas du tout à donner ce qu'ils ont donné pendant la saison régulière, un peu comme les Pacers. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas mis les deux fois. Denver est pas très bon en soi. C'est Aaron Gordon. Non, Jamal Murray fait une série pas mal, mais c'est Aaron Gordon le meilleur derrière, mais il se blesse à la fin. Enfin,
tu vois, j'ai pas du tout l'aspect, tu vois, on parle de l'aspect compétitivité, là je l'ai pas, quoi. J'ai deux équipes qui sont en dessous de ce qu'on attend d'elles pour le coup. Et du coup, c'est Je pour suis ça que pas j'ai un trop peu d'accord peur. avec Denver. Je trouve que justement la série est intéressante parce que, alors oui, le Thunder déjoue un peu, mais moi je m'attendais pas à ce que tu vois défensivement les Nuggets fassent aussi bien parce qu'ils avaient été quand même dramatiques sur la régulière. Mais oui, je suis un peu d'accord que la série est pas hyper intéressante. Enfin, elle est pas hyper agréable à regarder parce que offensivement en fait, t'as des équipes qui galèrent un peu. Maintenant, je trouve que Shai et Jokic quand ils sont sur le terrain, c'est quand même impressionnant. Pareil, Jamal Murray, il fait quand même une plutôt bonne série. Bon, J-Dub, il fait quand même 3 matchs catastrophiques au tir. Donc c'est vrai que ça atténue un peu le truc. Mais ouais, je sais pas, il y a quand même une belle bataille au niveau du coaching. David Adelman, je pense que c'est la série où il s'est acheté un nom et du coup il a été prolongé après. T'as une série intéressante en termes de coaching, mais aussi en termes de stars, quoi. T'as deux énormes stars qui s'affrontent, les deux énormes candidats MVP. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis dans le top 10, mais je peux comprendre qu'on ne l'ait pas. Ouais. Sachant que moi, un élément qui m'avait beaucoup énervé dans cette série, c'est à quel point OKC attaquait n'importe comment la zone de Denver et a mis beaucoup trop de temps à régler le problème contre la zone de Denver. Enfin, je trouvais ça assez inacceptable en fait qu'ils mettent autant de temps à le régler, surtout avec les outils qu'ils Ouais, avaient. c'est vrai. Avec les outils qu'ils avaient, ils devaient pas mettre autant de temps à régler. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les armes pour faire péter une zone, le shoot mi-distance, des passeurs, enfin du spacing, et j'avais été pas mal agacé. Mais ok. Donc, notre série entre les Nuggets et OKC qui se retrouvent donc en numéro 9. Et donc, on va attaquer le numéro 10 qui sera le dernier. Peut-être qu'avant que je donne le dernier, je vais pouvoir donner les séries que j'avais qui, du coup, ne seront pas citées. J'avais le Warriors Kings 2023, pour le coup, que j'avais mis quand même dedans parce que j'avais trouvé que c'était une série vraiment chouette à jouer, avec un contexte assez dingue autour de Light the Beam. Enfin, et puis c'est le prime de Curry, quoi. Curry est vraiment incroyable et le match 5 de Curry est dingo, dingo. J'avais le Heat Boston aussi de 2023, qu'on citera pas du coup. Le 3-0 qui finit 3-3 et qui se termine à 4-3 autour de Jimmy Butler et d'un superbe Caleb Martin pour le coup. Et en face pour le coup d'un Jalen Brown et d'un Jalen Tatum qui sont catastrophiques. Mais donc, mon dernier et ultime bafoué, pour ceux qui ont la ref, ça sera donc le Heat Lakers de 2020 quand même. Ça sera quand même le Heat Lakers de 2020, la finale de 2020, qui a vu LA remporter les finales. Que j'avais pour le coup, moi, en 7ème, et que j'avais notamment numéro 3 sur l'aspect grande performance. Parce que pour le coup, ce que j'ai adoré moi dans cette série, donc on se rappelle, hein, on est à Orlando, on est dans la bulle, c'est que le niveau de jeu globalement dans la bulle était très très haut, ce qui était vraiment cool, et qu'en plus tous les yeux étaient rivés sur la bulle parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Donc on a tous regardé la bulle, et ça donnait un côté qui était assez cool. Que ces finales-là, elles sont quand même marquées du saut de la performance de trois joueurs qui sont tous les trois à leur prime et qui sont vraiment incroyables. LeBron fait quand même une série en 30 points, 12 rebonds, 8,5 passes à 60% au tir. Anthony Davis, il fait une série en 25 points, 11 rebonds à 57% au tir. Et il détruit Bam Adebayo. Vraiment, il détruit Bam Adebayo. Et en face, il y a un seul homme qui arrive à tenir un peu en phase 2. Et là, on se rend vraiment compte qu'en fait, Jimmy Butler est peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette génération. En tout cas, l'un des meilleurs leaders d'équipe de cette génération. Qui fait quand même 2 finales. Ils ne sont pas tant que ça, avoir fait 2 finales. Il tourne à 26 points, 8 rebonds, 10 passes. En étant génial, il y a des moments épiques. Le Game 5 de Jimmy. Moi, tu vois, je sais pas si tu te rappelles de cette image-là de Jimmy Butler épuisé à la fin du match 5 qui marque un N1. Et tu sais, qui s'accroupe, enfin, qui se tient sur le bandeau publicitaire et Ouais. tu vois qu'il est épuisé. Et ça, moi, c'est une des images marquantes que j'ai, tu vois, des 10 dernières années. J'ai aussi, dans des éléments tactiques, tu vois, Miami qui arrive en finale, notamment grâce à leur zone, et la zone, elle pète dès le match 1 parce que ils sortent le cheat code contre la zone, c'est Rajon Rondo, LeBron James, et que ça fait péter la zone tout de suite et que Miami n'a plus cet argument-là. Moi, j'avais adoré cette série pour le coup, et pour ces raisons, je l'avais 7ème. Est-ce que toi, tu l'avais dans ton top 10? Je l'avais pas dans mon top 10, je l'avais même pas en mention parce que je trouve que c'est une. Déjà, il y a beaucoup de blessés quand même à Miami parce que Bam, il joue pas la série, il joue pas entièrement la série, il joue quelques matchs et Goran Dragic aussi, il joue que 2 matchs. C'est vrai. T'as quand même un Miami Heat qui est très déplumé. Alors c'est vrai qu'en termes de grande perf individuelle, pour le coup là, des deux côtés, t'as du Butler, t'as du AD et t'as du LeBron. Tactiquement, c'est une série qui était intéressante aussi. Mais ouais, moi je trouvais, enfin moi je voyais pas ces Lakers perdre
avec LeBron et AD, je trouvais qu'ils étaient quand même largement au-dessus. Enfin, pas forcément largement au-dessus, mais bien au-dessus du Heat. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et puis ouais, ça va que en 6. Il n'y a pas trop de matchs serrés. Mais le Game 6 en plus, il n'est pas très serré. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas. Je peux comprendre qu'effectivement, l'aspect opposition est peut-être insuffisant. Mais pour autant, j'ai pas. Tu vois, c'est Miami, ils arrivent bien à suivre quand même leur run de playoff. Ils sont surprenants quand même en finale. Ils font des bons matchs. Mais les Lakers, moi je trouve que c'est une des très très bonnes équipes aussi des dernières années. Je trouve que vraiment c'était une super équipe et qu'elle était très dure à affronter, extrêmement physique. Et en plus, le gros point d'interrogation qu'il y avait sur ces Lakers là, c'est est-ce que dans le run de playoff ils vont mettre dedans sur le tir extérieur, parce que c'était la seule variable en fait pour cette équipe là, parce que elle avait tout le reste, la physicalité, le rebond, le jeu de création. Par contre, parfois elle était un peu légère pour le coup au tir. Et je crois d'ailleurs, de mémoire, je regarde en même temps, mais que même Anthony Davis, Anthony Davis il tourne à 42% à 3 points sur la série. Donc tu vois, même Anthony Davis avait mis dedans. Et effectivement, effectivement, moi le match 5, c'est vraiment un match que j'ai en mémoire, tu vois. Dans les matchs vraiment cool des 10 dernières années. Et une fois de plus, cette image de Jimmy Butler, qui est peut-être l'un des joueurs les plus poétiques, tu vois, des dernières années et des plus épiques, ben, je trouve que c'est peut-être le truc, c'est peut-être l'image avec le Bisbee avec Grant Williams qui le caractérise le mieux et qu'on retient le plus de Jimmy Butler sur les 10 dernières années. Donc c'était mon numéro 10. Et donc on en termine avec notre top 10, Paul. Tu vas me dire si on est bien d'accord. On a donc en numéro 1 le Cavs Warriors 2016, en numéro 2 le Houston Warriors 2018, en numéro 3, le Sixers Raptors de 2019, en numéro 4, le Warriors Thunder de 2016, en 5, le Pacers Thunder de 2025, en 6, le Minnesota Denver de 2024, en 7, le Cavs Boston de 2018, en 8, le Bucks Brooklyn de 2021, en 9, le Nuggets OKC de 2025, et en 10, le Heat Lakers de 2020. C'est quand même, à l'image des 10 dernières années, un top 10 où on voit beaucoup de LeBron James et beaucoup de Warriors quand même, pour le coup dedans. Ouais, c'est vrai, surtout dans les premières places, ouais. Exactement. Ouais. Et j'allais dire du Thunder aussi. On voyait pas mal de Thunder, il y a aussi du Denver pour le coup. Mais j'allais te dire, Ouais. pour conclure peut-être, est-ce que tu peux nous donner tes mentions, en tout cas les équipes que tu avais et qu'on n'a pas forcément citées? Ouais. Alors moi, mon 10e, c'était le Nuggets Clippers de cette année. Je me suis fait plaisir, je me suis mis un premier tour en 10e. Parce que je trouve que c'était une superbe série entre Nuggets. Ouais, toi, je sais que t'es Ah, elle est pas du tout d'accord. surcotée cette série. Le niveau est pas Ah, du tu tout l'aimes si pas bon cette que ça. série? Non, je trouve que le niveau Mais dans moi, les deux je premiers la matchs est kiffe bien, moi. génial, mais après c'est pas du tout si bon niveau que ça. Il est pas du tout si bon que ça. Les Clippers sont pas bons du tout après. Je trouve que tu as quand même 3 des 4 premiers matchs qui sont très serrés, qui sont hyper intéressants. Tactiquement, il y a plein de choses à dire des deux côtés. Après, oui, c'est sûr que Kawhi, il fait un gros game 2, mais ensuite, il fait des matchs un peu mid. Jokic, il galère un peu, même s'il fait quand même un gros game 4 à 36 points, 21 rebonds. T'as quand même un moment clutch, c'est le buzzer beater sur un dunk de Aaron Gordon. Moi, je l'aime bien parce que j'ai l'impression que c'est une série qui montre la densité de la conférence Ouest, où en fait, tu as deux énormes équipes qui avaient gagné 50 wins sur la saison régulière qui s'affrontent. Je trouve que c'est une série pour le coup qui est vraiment indécise, même si le Game 7 il est décevant. Moi, juste avant le Game 7, tu vois, je pouvais pas te dire qui allait gagner, quoi. Et je pensais que les Clippers, en plus, avaient la série dans les mains. Maintenant, je peux comprendre que c'est un premier tour et t'as peu de conséquences en fait sur la fin des playoffs parce que les Nuggets se font sortir en demi de conf. Mais c'était mon 10e. Et en mention, j'avais comme toi, j'avais Heat Celtics 2023 et le Warriors Kings 2023. J'avais une série qui est assez sous-cotée aussi dans la bulle, c'est le Celtics Raptors, où tu as plein de moments clutch, une série ultra serrée. Malheureusement, c'est la bulle. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de stars, mais tactiquement, c'est une superbe série entre Brad Stevens et Nick Nurse. Et sinon, j'avais deux séries des Bucks aussi en mention. C'était la finale 2021 quand même contre les Suns, où ils sont menés 2-0 et ils remontent un 4-2, avec deux gros games serrés sur les deux derniers matchs, avec des moments quand même assez incroyables. Giannis, son match à 51 points, son contre sur DeAndre Ayton. Maintenant, je ne l'ai pas mis parce que je trouve que les Suns ont un peu déjoué sur la fin. Et une autre série sous-cotée aussi, c'est le Bucks Raptors de 2019, la finale de conf, où cette fois-ci, c'est les Bucks qui mènent 2-0, qui se font remonter 4-2. Mais je ne l'ai pas mis parce que ouais, c'est une série où Giannis, c'est un peu sa première finale de conf, donc il galère beaucoup face à la défense des Raptors. Et une fois que les Raptors se sont ajustés en foutant
en foutant du Kawhi ou du Marc Gasol sur Yanis avec plus de mecs en aide, bah, Yanis a un peu disparu et les Raptors remontent. Mais je trouve que c'est une série qui est quand même très kiffante, où les Bucks sont à 2 doigts de mener 2-0 contre l'équipe qui deviendra championne. Donc c'est pour ça que je l'avais en mention, et sinon c'est tout. Pas d'autres mentions. Ce qui est déjà pas mal. Je les avais aussi pour le coup dans les équipes dans ce que j'ai regardé, celles que tu as citées, à part le Boston Raptors que j'avais pas en tête. Pour le coup, effectivement, je suis d'accord, le Bucks Suns est un peu sous-estimé, je trouve. C'était une série très cool qui avait pas généré beaucoup de hype, mais qui était très cool. Pour le coup, avec des belles performances individuelles, notamment de Joe Holiday sur Chris Paul et la dernière de Giannis qui fait un match à 50 points de mémoire. C'est quand même assez dingue pour gagner le titre de faire un match à 50 points avec le contre de folie là sur DeAndre Ayton. Mais c'est une série que les gens ont très très peu regardé finalement. J'ai l'impression qu'elle a absolument pas marqué les mémoires. Ouais, c'est la saison du Covid, donc il n'y avait personne dans les salles, je crois. Donc Ouais. c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Moi peut-être en mention supplémentaire que j'ai pas mis parce que le niveau est pas assez bon. J'avais le Clippers Mavs de 2020. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un premier tour pour le coup qui finit à 4-2. Malheureusement, Porzingis se blesse assez tôt dans la série, mais c'est la découverte pour le grand monde de Luka Doncic qui tient tête à Paul George et Kawhi qui pour le coup, eux, sont en forme enfin en même temps. Mais en fait, Luka est tellement fort, il est tellement fort, il tourne à 31 points, 9,8 rebonds de moyenne, 9 assists, il a 20 ans. Il est colossal. Mais en 2021, ils se réaffrontent et ça va en 7, je crois, au premier tour. Ouais, mais j'ai surtout moi celle-ci en tête parce que j'ai vraiment celle-ci. Parce que celle d'après, il y a beaucoup de blessures pour le coup. Ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, notamment beaucoup de blessures côté Clippers, ce qui n'est pas le cas de celle-ci côté Dallas. Côté Clippers, pardon. C'est le cas côté Dallas, mais pas côté Clippers. Mais t'as raison, on aurait pu citer celle-là. Et j'en ai une autre, une dernière. Mais malheureusement, elle finit en 4-1, donc je peux pas. Mais moi, pour moi, elle a été mémorable, vraiment mémorable. C'est le premier tour 2023 Milwaukee-Miami. Qui pour moi est mémorable. Je crois qu'on avait fait d'ailleurs les meilleures campagnes de playoffs et je sais plus combien on avait mis Jimmy. Mais ce premier tour, Jimmy Butler, c'était absolument dingo et en termes de hype, ouais, c'était trop bien. Elle était trop bien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle rentrait un peu plus comme une espèce de bonbon de c'était trop bien. Mais bon, après, c'est un 4-1, il y a Ouais. une équipe qui te chauffe, Après, il y a ils sont tous Yanis qui se blessés. blesse. Ouais, ils sont tous blessés. Et tout. Mais ouais, elle est kiffante cette série, c'est sûr. Elle est plus dans effectivement un top 10 du kiff, quoi, pour le coup. Bah écoute, Paul, je te propose qu'on conclue sur ces beaux mots. On est curieux aussi de savoir si vous, de votre côté, vous aviez les mêmes séries. Je trouve que c'est cool parce que ça permet, si jamais vous vous embêtez à un moment donné dans la saison, ça fait une jolie liste de lecture pour le coup. Si vous voulez regarder des séries, ça vous permet de savoir un peu quelle série regarder. Et puis, on est curieux d'avoir votre avis, à la fois sur notre classement, mais aussi sur votre propre classement. Et puis, on va faire comme d'habitude, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. A plus!